Bienvenue à Bibliothèque Médicis. Cet été, les Français vont découvrir ou redécouvrir les charmes et les atouts de la France. Ils s'éloigneront, à mon avis, moins de leur pays, car tous les voisins sont soit en crise, donc en état d'agitation fébrile, soit en cours d'instabilité révolutionnaire. Donc retour sur la France, mais pas repli sur la France, et sans doute découverte avec un peu de curiosité. Pour peu qu'ils promènent comme Stendhal un miroir le long des chemins, les Français verront sans sortir des frontières à quoi ressemble leur pays, comment il se transforme, s'il vit dans la nostalgie, c'est-à-dire dans l'admiration des années passées, que l'on rend toujours plus belles que ce qu'elles ont été peut-être vécues, ou s'ils acceptent la modernité qui exige de fait la mondialisation. Et puis comment le pays se conjugue en réalité, avec la liberté, on le verra tout à l'heure avec Nedim Gürsel, mais il suffisait d'entendre nos confrères et amis qui viennent de rentrer d'Afghanistan pour savoir que peut-être dès qu'on met le pied sur le sol français, on hume un parfum de liberté. Jean-Louis Gombault, la France n'est pas une île, et elle aussi a subi ce que vous appelez la crise de 100 ans, qui est publié chez Economica. Éric Dupin, le nez au vent, vous avez cherché la vérité qui ressort en quelque sorte de la vie quotidienne dans le pays, ces voyages en France, au seuil, voyages avec un S. Vous avez fait parler 17 voyages et vous avez écouté. Et apparaît un paradoxe étrange, mais pas inattendu, d'après vous, une sorte de fatigue devant tant d'adaptations et peut-être en même temps aussi une sorte de capacité à maîtriser les adaptations. On va le voir tout à l'heure. Jean Rouault, vous publiez chez Gallimard, le récit d'un jeune qui veut échapper à son milieu dans la province catholique de l'ouest de la France. Comment gagner sa vie honnêtement? C'est le premier tome d'un récit de votre itinéraire et de votre vie. Avant d'écrire, c'est ça la légende, vous avez fait tous les métiers, même les plus petits. Je ne sais pas vraiment ce qu'est un petit métier. En tout cas, c'est ceux qui m'ont permis de survivre jusqu'à la publication, en tout cas. Oui, du premier livre. Du premier livre, oui. Ouais. C'est-à-dire qu'il a fallu quand même survivre pendant 20 ans. Ouais. Alors, avec ce que l'époque proposait, ce qui était beaucoup plus facile que maintenant, ça allait de la distribution de prospectus à la fin à la vente de journaux. Ouais. Ça, on le sait, ça fait partie de la légende. Est-ce que vous n'êtes pas prisonnier de votre légende? Écoutez, c'est moi qui en joue aussi de ma légende. Je peux en faire ce que j'en veux. Oui. Et vous avez été kiosquier. Et oui. C'est là que vous avez été repéré par Jérôme Lindon, l'éditeur. Oui, enfin, c'est ce qui vous a donné votre première chance. Oui, c'est pas là que j'ai été repéré, c'est en lui envoyant un manuscrit, mais il a lu. Oui, il a lu, et lui aussi, il a joué avec l'image du kiosquier. Il a été le premier à lancer négligemment l'information comme ça. Ah ouais. Vous n'avez pas démenti parce que vous l'avez ressenti, vécu, et qu'elle vous a aussi servi. Oui, il y avait une sorte de faisceau comme ça entre un premier roman, les éditions de Minuit, quelqu'un qui n'était pas du sérail et en plus qui vendait des journaux. Ouais. Donc, et vendre des journaux, c'est à la fois être au cœur de la ville, sentir battre le cœur de la ville, peut-être les problèmes des gens qui viennent se confier, etc. Donc vous les avez écoutés comme Éric Dupin à votre manière et sans bouger à l'époque. J'ai à peu près, je pouvais raconter 1000 vies. Et c'était en plus un cas particulier parce qu'il était rue de Flandre dans le 19e arrondissement où il y avait le monde entier. Et on avait des journaux du monde entier. C'est là que j'habite. Et moi aussi. Voilà. Et vous achetiez les journaux chez lui? Je ne me rappelle pas de votre kiosque à Belleville. Mais... Non, c'était pas à Belleville, c'était rue de Flandre. Rue de Flandre. Ouais. Mais effectivement, il y avait les vies du monde entier qui arrivaient ici. Les villes, Jean-Pierre Suard, 1000 pages avec les meilleurs spécialistes du monde, des architectes, des intellectuels, des urbanistes, etc. Un travail remarquable. Les villes du futur, le futur des villes. Vous êtes toujours attaché avec beaucoup de passion aux villes. Je crois que vous avez été un des premiers, quand vous étiez maire d'Orléans, à faire revivre le tramway. 3 milliards d'humains vivent aujourd'hui dans des villes et vous dites que 5 milliards dans 30 ans. Et 30 ans, c'est 2040, c'est-à-dire que c'est demain. Nedim Gürsel, vous êtes turc, ami de la France, mais ami de Bibliothèque Médicis. Je parlais tout à l'heure de liberté, et vous dites, ce mot liberté, je l'écris en français,
car je le dois à la France qui m'a accueilli quand, à minuit, sur des tanks, les loups pénétraient dans ma ville bien-aimée. La ville bien-aimée, c'était... C'était Istanbul. Votre France, alors elle est aux éditions Empreintes, elle est belle et rebelle. En quoi et à quoi elle est rebelle? Écoutez, c'est une allusion à la fameuse chanson de Ferrat. En quoi est-ce que la France est rebelle? Parce que il y a plus de 2 siècles, elle a fait une très grande révolution. Mais je suis surtout sensible au souvenir de mai 68, qui a eu un impact, réel sur ma génération en Turquie. Et sur votre propre vie, d'abord? Voilà. Et moi, je suis venu donc en France en 71. Ce n'était pas un choix, mais plutôt une contrainte, puisque le coup d'État du 12 mars 1971 avait interdit un de mes livres. C'est pour cela que dans Belle et rebelle, ma France, je commence par parler justement de cet événement, mais aussi de la manière dont j'ai été accueilli en France à cette époque-là. Et on accueillait bien à cette époque-là les étrangers? Oui, en tout cas, moi j'avais ce rapport affectif avec la France à travers le souvenir de mon père, qui était professeur de français et qui venait de mourir dans un accident de voiture. Vous aviez 10 ans. Voilà. Vous dit. Voilà. Mais je ne peux pas dire que j'ai eu un accueil très chaleureux. J'étais à Poitiers, ville vraiment de province. L'université était très bien puisque je m'étais inscrit à la première année de la fac des lettres. Mais ce premier contact avec cette ville, dont d'ailleurs j'ai longuement parlé dans un de mes récits qui s'appelle Un long été à Istanbul, cette ville au premier abord n'était pas très accueillante. Mais Jean-Pierre Raffarin et sans doute Ségolène Royal vous diraient que maintenant ils accueillent mieux les étrangers. C'est peut-être à les vérifier. Et la rébellion aujourd'hui, on les trouve plutôt de l'autre côté de la Méditerranée, non? Où les jeunes rêvent de la démocratie qu'ils n'ont pas, comme vous à l'époque. Oui, sans doute. Oui. Bon, en ce moment, le monde arabe bouge, pas seulement d'ailleurs le monde arabe. On verra ce que ça va donner. On peut parler d'une révolte plutôt que d'une révolution en ce qui concerne les pays arabes. C'est ce que disait l'autre jour Tahar Ben Jelloun et Yad Ben Achour. C'est une révolte. On verra ce qu'elle apportera pour la démocratie. Vous dites la France porte un nom féminin. Et il faut l'explorer comme le corps d'une femme inconnue avec le même désir. Et un des miracles, et ce qui est aussi drôle coïncidence, c'est qu'à vos débuts, une de vos petites amies s'appelait France aussi. C'est vrai, oui. Bon, dans ce livre, je parle de mes très nombreux voyages à travers la France, surtout la France dite profonde. Je ne sais pas ce que cela veut dire au juste, mais la première fois, j'ai entendu cette expression dans la bouche de M. Giscard d'Estaing en 1974, quand il venait d'être élu président de la République. Et vous avez parlé tout à l'heure de M. Raffarin, qui lui a parlé plutôt de la France d'en bas. Alors, la France profonde est peut-être le sujet principal de mon livre, mais aussi à travers les rencontres que j'ai faites dans ce pays. C'est vrai qu'il m'a accueilli à une époque difficile de ma vie. L'accueil n'était peut-être pas très chaleureux, mais moi, j'aimais déjà la littérature de ce pays. J'ai appris à Poitiers l'histoire de la France. Et ce que j'ai apprécié dès mon premier contact avec les Français, c'est leur esprit critique. Aussi leur ouverture, leur curiosité, par exemple, envers un étudiant turc qui venait de faire les études dans leur ville. Je veux parler des Poitevins. Et on a l'impression que presque chaque ville a l'écrivain qui vous a marqué, ou chaque région. Que ce soit Balzac à Angoulême, Flaubert en Normandie, il y a chaque fois l'identification. On le retrouve d'ailleurs dans certains des livres, peut-être vous aussi, dans vos pérégrinations, dans vos 17 voyages. Il y a un écrivain qui a marqué la région, un créateur. Moi, je porte un regard d'un écrivain sur la France, sur les villes de France, et ce regard est étroitement lié
à la connaissance que j'ai de la littérature française. Et de l'histoire. Et de l'histoire de France. Donc j'ai essayé d'articuler dans Belle et rebelle, ma France, ces deux aspects de la France que je considère aujourd'hui comme ma seconde patrie. La première ville, c'est Brest. Oui, et le livre commence à Brest parce qu'il y a d'abord, c'est à l'extrême ouest du continent européen, et il y a le souvenir de ce fameux poème de Jacques Prévert, Rappelle-toi Barbara, que j'avais appris par cœur au lycée de Galatasaray quand j'étais interne, car la poésie de Prévert était beaucoup plus accessible que celle de Rimbaud, par exemple, ou d'autres grands poètes français. C'est la ville détruite, rasée, voilà, reconstruite, hein, Jean-Pierre Sueur. C'est un très beau poème sur la guerre, mais sur l'amour aussi. Vous connaissez Brest? Oui. Je connais, puis en plus, c'est un peu une ville emblématique comme Saint-Nazaire, de ces villes rasées et sur lesquelles les architectes ont pu élaborer, là, comme ça, tous ces plans, toutes ces conceptions de la ville qui est datée en fait du Barros, etc., qui remontait déjà à 20-30 ans. Et le Saint-Nazaire a été construite sur des plans anciens. C'est ce que dit Jean-Pierre Sueur. Les villes dans lesquelles on vit aujourd'hui, elles ont été imaginées il y a 30 ou 40 ans, ce qui donne une responsabilité pour celles que l'on va construire. Absolument. Les villes sont des êtres humains et on les aime comme des êtres humains. Voyez-vous, notre ami Patrick Roy, qui est mort récemment, il a dit « Je n'aurais voulu être maire d'aucune autre ville que Denain ». Je ne sais pas si Denain, c'est grandiose, mais pour lui, c'est Denain. Comme c'est parce que c'est toi, c'est parce que c'est moi. Alors les villes, c'est vrai qu'on vit dans des villes qui ont été imaginées, fabriquées il y a 30 ans, 40 ans, 100 ans. Par exemple, il y a 50 ans en France, on a décidé de faire des hypermarchés partout. Et des entrées de ville, on en a 500 entrées de ville qui sont laides. Mais à l'époque, personne n'a dit que c'était mal. On a dit qu'il faut adapter la ville à l'automobile. Et tout le monde trouvait ça très bien. Si aujourd'hui on faisait ça, il y aurait des comités par milliers qui se dresseraient. D'autant plus que chacune a imité l'autre. Vous dénoncez les entrées des villes et vous faites des propositions. Alors, il y a Saint-Nazaire, il y a Besançon. Oui, parce qu'il y a Marseille, beaucoup d'autres villes. Mais j'aurais tendance, moi, en tant qu'écrivain, à considérer des villes non pas comme des êtres humains, mais comme des personnages. D'ailleurs, dans beaucoup de grands romans, le protagoniste du récit, le véritable personnage du récit, c'est une ville. Par exemple, dans Modification de Michel Butor, que j'avais étudié à la Sorbonne, c'est la ville de Rome qui est le véritable personnage. On peut dire que Paris est très très présent dans beaucoup de romans. Oui, mais vous ne vous attaquez pas à Paris encore, non? Non, Paris est complètement absente de ce livre, car c'est un univers à part, mais je parle de Saint-Nazaire, car il y a là-bas la maison des écrivains étrangers qui m'a accueilli pour 2 mois, et cela m'a permis d'avoir un contact avec cette ville un peu étrange, avec la base sous-marine. Il paraît qu'il n'arrive pas, monsieur le maire, encore à détruire ce souvenir de la Seconde Guerre mondiale. C'est pas ça, c'est qu'ils veulent absolument garder. J'en ai parlé plusieurs fois avec Batteux, le maire de Saint-Nazaire. Et quand vous disiez ces maires qui sont fous de leur ville et qui ne voudraient pas d'autre lieu que celui-là, c'est le cas de Batteux. Et c'est quelqu'un qui a grandi avec la base sous-marine sous les yeux et qui a décidé de la garder en tant que témoignage de guerre. Il dit on garde les châteaux forts, il n'y a pas de raison qu'on ne garde pas cette architecture militaire. Mais la question de sa destruction ne s'est jamais posée. Et maintenant, avec les moyens actuels, ce ne serait pas compliqué, d'autant qu'elle commence à s'effriter, c'était en fait du très mauvais béton. Non, mais ce qu'il dit, la ville inspire comme un personnage un romancier. Oui, c'est évident que la structure même de la ville implique aussi des récits de vie. Enfin, et alors, il faut rappeler que votre livre, c'est 20 ans de voyage dans des régions qui sont tout à fait différentes, qui sont déprimées, ou actives, ou inventives. Et comment vous les avez trouvées? Est-ce que vous les avez trouvées fatiguées, comme lui les trouve quelquefois, les villes françaises? Au cours de ces 20 ans, de voyage, j'ai vu aussi évoluer ces villes françaises parce que j'ai eu l'occasion de retourner à ces villes. Mais je dois dire que
ce qui m'a intéressé dans ces voyages, c'est aussi les paysages. La France, enfin, toutes les régions françaises ont leurs particularités, beaucoup plus que les villes, qui sont pour moi des personnages de romans, sont les paysages qui m'ont inspiré. J'ai un faible pour la Provence, je dois dire, mais toutes les régions de France dont je parle dans ce livre sont belles. Par exemple, quand vous traversez d'autres pays européens, comme l'Allemagne, ce qui m'arrive souvent, car mes livres sont publiés là-bas, ou la Hollande, qui est un plat pays, comme chacun le sait, le paysage ne change pas. En France, quand vous allez de Bretagne en Normandie ou de Normandie en Alsace, tout change. Et pour quelqu'un qui est sensible, disons, au paysage, cela impressionne. C'est un hymne à la France vu par un étranger. Et un étranger qui est presque français, qui vit là. Vous n'avez jamais eu envie de retourner définitivement en Turquie? Non, moi, il m'arrive souvent d'aller en Turquie, puisque mes livres sont d'abord publiés là-bas. Mais je ne pense pas rentrer définitivement, car j'aime aussi la France, où j'ai quelques attaches, et surtout la langue. Moi, je continue d'écrire en turc, mais mes essais, je les écris en français. La langue de Descartes, qui supporte mal les envolées lyriques, me permet de mieux réfléchir sur la littérature, et c'est pour cela que je suis content aussi de vivre en France. Jean-Louis Gombault et Éric Dupin. Vous dites dans votre livre que le mal que vous avez eu à apprendre le français, vous devez parler d'autres langues, je suppose, l'anglais ou l'allemand. Pourquoi cette difficulté? On sent vraiment que vous en avez bavé pour apprendre le français. Oui, au début, c'était difficile. Enfin, je ne connaissais pas d'autres langues. Je connaissais ma langue maternelle, le turc. Elle est si dure que ça. Et à 12 ans, j'ai commencé à l'apprendre. C'est vrai, surtout l'orthographe. C'est un vrai cauchemar. C'est un vrai cauchemar pour un jeune qui apprend le français. Mais quelques années après, quand j'ai découvert la poésie française, surtout Baudelaire, et que je pouvais le lire dans le texte original, c'était effectivement un émerveillement aussi. Alors, Éric Dupin, vous, c'est un drôle de livre. J'ai dit 17 voyages. Et les voyages, vous les avez effectués en voiture, en vélo, à pied. Oui, oui, parce que chaque mode de transport permet de rencontrer des gens différents. J'ai parcouru à pied la conurbation lilloise, l'île Roubaix-Tourcoing. Là, vous rencontrez des gens au bord d'un trottoir. C'est tout à fait différent de ce qu'on fait en voiture, où j'ai rencontré des maires aussi. Non, mais comment vous avez procédé? Vous avez étalé, par exemple, une carte devant vous, puis vous êtes au hasard, je vais là, je vais là. Pourquoi vous avez choisi un petit peu au petit bonheur la chance. Et c'était ça un peu le charme et la difficulté de l'entreprise. Parfois parce que je connaissais quelqu'un. Par exemple, je voulais aller en Bretagne. La Bretagne fait partie des régions très identifiées, mais en même temps très françaises. Vous n'aviez pas son adresse? J'ai pas songé, je dois dire. J'avais pas vous n'avez peut-être pas reçu, parce que c'est plutôt solitaire, non? C'est surtout que pour les Bretons, je ne suis pas breton étant de la région nantaise. Ah là. Voilà, oui. Ça dépend. Et donc là, je me suis souvenu que je connaissais bien quelqu'un que connaît aussi Jean-Pierre Sueur, Bernard Poignant, le maire de Quimper. Donc j'ai exploré cette région. Je suis pas allé à Brest. Mais dans d'autres régions, c'est l'ami ou l'ami d'un ami. Je voulais aussi la France industrielle, donc je suis allé en Savoie, à Ugine, où il y a encore des entreprises métallurgiques. Et là, c'est un fleuriste qui m'a servi de chaperon, même si ensuite je m'évadais. Et parfois, je suis parti comme en vélo en Normandie, sans rendez-vous, comme ça, les rencontres de hasard, qui peuvent sembler plus superficielles, mais en fait qui apprennent aussi des choses. Et en tout, donc, il y a peut-être 300 Français, ouvriers, paysans, agriculteurs, commerçants, chefs d'entreprise. Vous ne dirigez pas les entretiens. Ah non. Vous dites que vous les suscitez, il y a les rencontres et vous les écoutez. Et j'écoute. Ouais. Et j'écoute, ce qui est fatigant parfois d'ailleurs. Mais au début, vous savez, il y a un mur de méfiance. On arrive, on dit écoutez-moi, je vais rencontrer les Français, dresser un petit peu un tableau du pays. On dit, mais qu'est-ce qu'il a derrière la tête? Pour qui il se prend? Avez-vous rencontré aussi les immigrés? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, dans des situations difficiles, des gens bien intégrés, des gens qui le sont moins. Je suis allé beaucoup dans ce qu'il est convenu d'appeler les quartiers, dans un euphémisme actuel. Et de ce point de vue, alors moi j'ai vu la crise, pour rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure, la crise de la ville française.
C'est-à-dire, évidemment qu'il y a une diversité des paysages. Je les traduis. Je ne sais pas bien décrire les paysages. Moi, je n'ai pas un talent littéraire très très poussé, donc j'ai fait des photos qui sont sur un site internet, voyageenfrance.info. Mais par contre, du point de vue des villes, il y a une homogénéité, il y a une américanisation du territoire qui est affolante. La ville moyenne ressemble à une ville moyenne. Vous allez dans le Béarn, dans le nord, à l'est, à l'ouest. Il y a un petit centre-ville qui est piétonnier, contre la résistance des commerçants, avec des magasins de vêtements, que ça, on ne sait pas pourquoi, de la téléphonie. Bon. Et puis, le vrai centre, souvent, c'est le centre commercial, qui est en périphérie, dont Jean-Pierre Sueur parlait tout à l'heure, autour des zones pavillonnaires qui s'étendent à l'infini. Et donc il faudrait changer l'urbanisme en France. Oui, c'est le sujet du rapport. Mais bien sûr, et qui est là, qui est 3 volumes passionnants. Et je le dirais, dans l'introduction, Éric Dupin, vous prévenez que vous ne voulez pas mettre en scène la France qui souffre. Hein? Mais les gens que vous rencontrez, par exemple, je vois le souvenir d'Alexandre, ex-parti communiste, du quartier des Bois Blancs de Lille, ou d'Aidé le pêcheur de Granville. Vous n'êtes pas allé chercher les plus optimistes. Alors c'est difficile, on peut, comment dire, je ne sais plus qui avait dit, le problème en voyage c'est qu'on s'emporte avec soi. C'est-à-dire que si vous aviez le bourdon au départ, vous le refilez aux autres. Vous cherchez ceux qu'il avait, qui vous ressemblaient. Oui, mais il faut voir l'ensemble des chapitres. Là vous citez 2 exemples, mais par exemple je suis allé à Saintes, qui est une ville de Charente-Maritime, que j'ai intitulé le chapitre La qualité de vie. Et là j'ai rencontré des tas de gens qui étaient tout à fait optimistes, heureux, entreprenants. Donc pour la mondialisation, même si la majorité, en effet, des gens que j'ai rencontrés, pas simplement dans les couches populaires, sont critiques par rapport à cette fameuse mondialisation, ou en tout cas ses excès. Mais en même temps, j'ai rencontré un type qui a réussi à vendre des cocktails dans le cognac, il s'est reconverti dans des cocktails hypnotiques, et il a réussi à vendre ça à New York. Ils en critiquent les excès, mais ils s'habituent à ce qu'elle est, ce qu'elle peut leur apporter. Ils sont pas, personne ne songe à emprunter la machine à remonter le temps, si vous voulez. En même temps, à s'enfermer dans ses frontières. En même temps, il y a une vraie souffrance, des souffrances sociales, plus diverses qu'on ne le dit. C'est pas que le chômage, c'est la perte de repères, c'est tout va trop vite. Et quand vous dites qu'il y a des villes et des régions fatiguées, c'était pas vous qui étiez fatigué d'abord? Je crois pas. Je crois avoir été très très honnête dans ma démarche, sans préjugés. Et c'est vrai que c'est un tableau contrasté. Il y a ce que j'ai appelé la fatigue de la modernité, qui me semble très ressentie, peut-être pas assez perçue par la classe politique, qui est trop dans des cases, les problèmes, il y a l'immigration, il y a l'insécurité, il y a... Mais qu'avez-vous appris que vous ne saviez pas? Ce que je ne savais pas, justement, c'est que moi, je croyais que... je lis les journaux, et je les écris parfois un petit peu, que c'était simplement, des questions d'emploi, insécurité, immigration, plus exactement intégration. Et c'est plus compliqué. C'est plus compliqué. Je me suis rendu compte qu'il y a une sorte d'épuisement, me semble-t-il. Je le dis un peu en conclusion, il y a juste une conclusion. Il y a un épuisement de notre modèle de civilisation. Alors, ce n'est pas forcément spécifique à la France, ça peut être occidental. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une hystérie consumériste dont les gens savent qu'elle pose problème, que c'est une spirale. On n'en a jamais assez. Et on compense par là même des manques, le manque de temps de la modernité. Les gens courent après le temps. Un curé va parler en Seine-et-Marne des rythmes de vie endiablés, ce qui est pas mal pour un curé. Un curé avec l'éternité devant lui. Oui, mais attendez, ils sont obligés d'être dans plusieurs paroisses à la fois, tellement ils sont peu nombreux. Les temps de transport délirants, même en province. Les gens font 30, 40, 50 kilomètres pour aller à leur boulot. Vous dites des campagnes sans agriculteurs. Des campagnes sans agriculteurs. Mais ils ont modernisé leurs exploitations agricoles, dans certains cas, les jeunes qui restent, et qui souffrent et qui se battent. Oui, mais ils ont l'impression, si vous voulez, qu'à chaque fois, il faut investir, que c'est une fuite en avant. Vous dites le fléau des divorces. Oui, voilà. Oui, cette espèce d'hyper-individualisme. Les gens souffrent. La perte, le fameux lien social dont on se gargarise. Quand on se balade comme ça, moi je pensais aller dans les cafés, en me disant, le café du commerce est justement dénigré, on peut apprendre des choses. Mais les cafés, il y en a de moins en moins. Il y en a de moins en moins. Et puis, ceux qui subsistent, ce sont des bars PMU, avec le jeu, et puis des gens qui viennent et il paraît que ce sont de plus en plus les Chinois qui les tiennent. Et en région parisienne, en tout cas, c'est vrai. Et donc, les endroits où les gens se rassemblent-ils? C'est peut-être une bonne chose, parce que j'ai beaucoup d'admiration pour la France et pour ses habitants.
Mais si on me demandait ce que je pouvais critiquer chez les Français, je dirais l'arrogance des garçons de café. Si les cafés maintenant sont tenus par les Chinois, peut-être y aura-t-il une atmosphère un peu... C'est vrai que c'est un des problèmes. Ça, c'est l'idéalisation du Chinois. De la même façon que dans les restaurants... Qui est lui-même exploité par plus fort que lui. Et puis alors, si vous alliez ou en Grèce ou en Italie, les garçons de café, je ne sais pas s'ils sont plus sympathiques que les garçons d'ici. De la même façon que... Il faut les défendre. Mais en Grèce, on vous apporte quand même avec votre café un verre d'eau sans le demander. Sans le demander. Sans le demander. Mais en France, on le fait de plus en plus. Hein, oui. Je suis allé quand même beaucoup dans les restaurants. Là, c'est des lieux, heureusement, là, c'est la vraie identité française, je l'ai trouvée au fond de l'assiette. Oui, parce que vous dites le rôle de la table, ça c'est important. Très important. Et là, c'est pour vous, ça fait partie de l'espoir. Il y a autre chose, l'attachement au territoire. Absolument. Ça, c'est en positif. Voilà. Et de ce point de vue-là, j'ai été surpris du nombre de gens qui vivent là où ils sont nés. Hein. On nous parle de nomadisme, Jacques Attali et quelques autres, mais en réalité, beaucoup de gens vivent là où ils sont nés ou reviennent après des études. Reviennent. Mais ça, donc, est-ce que ce n'est pas un défaut, le manque de mobilité géographique, sociale? Oui, nous ne sommes pas des Américains qui prennent leur camping-car pour aller à l'autre bout de chercher du travail souvent. Pour chercher du travail. Vous êtes attaché à votre territoire, Jean-Roux? J'avais une maison natale que j'ai vendue pour m'installer dans le sud, alors vous voyez. Ouais. Mauvais exemple. Non, mais c'est bien, ça prouve que vous êtes attaché à votre nouveau territoire. Absolument. Et en revanche, je sais ce que je dois à ce territoire d'enfance et c'est par lui que j'ai été formé et ça, évidemment, je l'emporte avec moi. Mais on m'a souvent présenté comme une sorte de chantre des racines. J'ai beaucoup de mal à expliquer qu'on n'est pas des arbres. Oui. Et votre roman inaugure une trilogie qui va résumer un demi-siècle, de 1945 à aujourd'hui, et avec la même question, me semble-t-il, qu'est-ce que l'époque m'a fait? Oui, qu'est-ce que l'époque m'a fait? C'est-à-dire qu'en fait, quand j'arrive en 70, que j'ai 20 ans, que je rentre en fac à ce moment-là, j'ai déjà envie d'être écrivain, bien sûr, j'écris déjà, et on m'explique que le roman est mort, que l'auteur est mort. Ce qui n'est pas pratique quand vous voulez devenir écrivain. Michel Foucault, entre autres. Barthes, l'auteur, est mort en 68. Cette mise à mort du roman là, qui commence même avec Valérie, etc., qui accompagne tout le siècle. Et donc, ce qui fait que quand j'ai commencé à écrire, pas une seconde, je n'ai pensé à écrire des romans. C'est que plus tardivement, c'est pour ça que j'ai publié assez tardivement, que je me suis convaincu que si je voulais être publié, il fallait en passer par le roman. Donc depuis, je me suis interrogé, mais pourquoi c'est interdit du roman? Qu'est-ce qui fait qu'une société déclare qu'on ne peut plus raconter d'histoire? Et en fait, ce que j'ai découvert, c'est que la mort du roman avait servi de masquant à la mort de la France. La France meurt en 40, l'agonie déjà dure depuis longtemps, mais en 40, c'est la fin. Et donc, depuis ce temps-là, il y a une espèce de réinvention de la France, et que l'on voit aussi dans les paysages, dans les mentalités, etc., qui a été donc cette nouvelle France repartant de zéro. Donc il y avait une histoire qui était terminée. C'est Michelet qui dit « La France commence avec la langue française ». Mais quand la France disparaît, qu'est-ce que devient la langue française? D'où cette idée de la mort du roman. Mais en même temps, il y avait une chose qui aurait pu être racontée, mais qui était impossible à raconter, c'était la collaboration, c'était la participation de l'État français et de toute une Mais depuis, on y va. Heureusement. Voilà, ça s'est libéré. À cette époque-là, c'était compliqué, il y a 30-40 ans. Voilà. Et on interdisait le chagrin et la pitié, voilà. etc. Il y a eu Lucien Lacombe. Quand j'étais à la Sorbonne, un film qui m'a marqué. Lucien Lacombe, c'est de Louis Malle. Voilà. Et il y a eu le livre de Paxton, bien sûr, La France de Vichy. C'est l'américain. Et en fait, juste pour terminer, c'est que le roman a eu ce retour en grâce à partir du moment où on a commencé à regarder cette histoire et à écouter et à interroger Alors, qu'est-ce que l'époque m'a fait? Ou qu'est-ce que l'époque a fait de moi? Voilà. Et en plus, c'est une période, donc l'après 68, qui correspond à un renversement de tout un système de valeurs. On avait été élevé dans le respect de l'autorité, dans le culte du travail, le respect des hiérarchies, etc. Et soudain, tout se retournait, l'honnêteté, d'où le titre qui est emprunté à Thoreau. Et d'un coup, à l'honnêteté, on faisait l'apologie du vol, puisque la propriété
c'était le grand capital, c'était le vol, donc apologie du vol comme moyen de rébellion. Là où on nous avait formés pour le travail, c'était ne travailler jamais, éloge de la paresse. Là où on nous avait appris la soumission à l'autorité, c'était on envoyait promener les maîtres, etc. Enfin, toute la révolution de 68, toutes ses conséquences. Est-ce qu'on a le droit de contester, cher Jean-Pierre? Allez-y. Oui, parce que la propriété, c'est le vol, c'est Proudhon, ça date d'il y a déjà quelque temps. Et comment dire qu'il y a une relation entre Pétain et la mort du roman? Très franchement, ça n'a aucun rapport. Écoutez, ça a tous les rapports, mais alors là, on part pour une longue discussion. Alors oui, il faudrait une deuxième émission. Ce n'est pas Pétain qui est la mort du roman. La mort de la France, c'est l'effondrement de la France. C'est l'armistice. C'est l'armistice, ce que Claude Simon raconte dans La Route des Flandres. C'est avec ce statut équestre qui tombe. Je ne suis pas d'accord sur le fait que tout ce qui est post-68 soit assimilable à la malhonnêteté, au refus des valeurs. C'est aussi une crise, un changement, une mutation. Et à partir de là, on repense un pays dans, bien sûr, les difficultés. Et il y a une part que je partage totalement. En particulier, tout à l'heure, vous parliez de l'uniformisation. Vous savez que c'est au niveau du monde. La question est de savoir si on boit la même chose. Hein. Quand je fais visiter le Sénat à des jeunes collégiens, je demande qui veut du jus de pamplemousse, du jus d'abricot ou du... Enfin, je ne vais pas le dire. Forcément, on ne peut pas le dire. Mais tout le monde prend cette boisson. De même, nous sortons d'ici. Ça m'a frappé l'autre jour. Je marchais, justement, comme Éric Dupin, et je me trouve dans la perspective de la rue Soufflot. 68, la rue Soufflot, et puis le Panthéon. La rue Soufflot, le jardin du Luxembourg, ça évoque beaucoup de choses. Regardez le restaurant, l'établissement, qui est à gauche, et celui qui est à droite de la rue Soufflot. Eh oui. Vous avez le boulevard Saint-Michel, la rue Soufflot. Vous pouvez donner les noms. Je peux donner les noms. Il y a Quick et McDo. Quand je faisais mes études maintenant, à la les librairies sont il y avait Maspero, qui était un lieu de rencontre formidable. Maintenant, c'est des magasins. Oui, mais alors la question est de savoir si on va vers une uniformisation des villes du monde. Parce que quand vous regardez Dubaï, Shanghai, Los Angeles et la Défense, vous voyez le même paysage. Alors, moi je crois qu'il y a là quelque chose qui est un symbole de modernité, il y a quelque chose de beau. Adapter elles sont belles, et écrire des romans et des essais adaptés autant que l'on mais dit. Il faut aussi comme Jean Rouault à un certain moment, même s'il a beaucoup de talent. Oui, même s'il vous l'avez contesté. Mais vous racontez dans ce premier livre comment vous avez grandi dans un univers très dur de petits commerçants. Il y avait comme à la fois un malaise social et une infériorité sociale. Je pense à une phrase. Vous dites « Je désespérais d'échapper jamais à ma condition de natif de Loire inférieure, orphelin, démuni, prétentieux, rural, sans fantaisie et sans force. » Un drôle de portrait. Mais vous dites « Même la Loire Atlantique restera toujours la Loire inférieure. » Il y a comme une sorte... Hein? Non, mais quand j'ai commencé à écrire ce qui allait devenir Les Chants d'honneur, j'ai vu, puisque l'objectif c'était de parler de la mort de mon père quand j'avais 11 ans, et donc il fallait l'inscrire évidemment dans une famille, dans une époque, dans un territoire, etc. Et ce que j'ai vu en écrivant, c'est que j'avais été témoin de la fin du monde rural. C'est-à-dire que c'est bourg qui vivait quasiment en autarcie, avec son trépied d'artisans, commerçants et agriculteurs. Et effectivement, les gens restaient sur place. J'ai une sœur aînée qui a été la première à passer le bac au milieu des années 60 dans le village. Donc il y avait le certificat d'études qui était le bon de sortie de l'école, et à partir de là, on trouvait à s'employer sur place. Ce qui fait que cette fin du monde rural, ça a été l'arrivée de la mécanisation, ça a été la mécanisation des campagnes, l'automobile, le téléphone, le transistor, la télévision, et c'est la modernité qui est arrivée. C'est évident que cette modernité arrivant dans un monde qui était structuré autour de valeurs qui remontaient quasiment au XIXe siècle, ça a explosé. Même avant. Et donc ça a explosé. Oui, mais les gens s'y sont adaptés.
Beaucoup plus vite qu'on ne l'a dit à toutes les technologies d'aujourd'hui. Les gens s'y sont adaptés, mais ce que la remarque d'Éric Dupin, c'est que les gens s'essoufflent dans cette course permanente comme ça à la modernité. Et c'est aussi dans ces endroits-là, parce que je suis retourné y vivre pendant 5 ans, que s'inventent de nouvelles formules. J'ai vu les gens s'organiser. Vous savez, il y a des AMAP, etc. Moi, j'ai vu ça aussi. C'est-à-dire qu'il y a aussi la démondialisation. C'est-à-dire que les gens se regroupent, organisent des circuits autour d'une boulangerie artisanale, etc. Il y a une réinvention. Dans ces lieux-là, il y a aussi une réinvention du passé, vous voulez dire? Non, c'est pas le passé. Non, ce sont des modernes à leur manière. Ce sont des marginaux, mais qui sont des originaux. Et ça, c'est une surprise aussi. C'est beaucoup plus répandu. C'est une minorité, bien sûr. Mais parfois, les minorités nous disent des choses. Et ce ne sont pas des marginaux. Vous savez que des originaux. Dans notre bouquin, là, nous avons un chapitre sur la crise des hypermarchés. Les hypermarchés, ça a été une sorte de modernité. Aujourd'hui, pour beaucoup de gens, c'est devenu la corvée d'aller dans des hypermarchés. Les hypermarchés marchent beaucoup moins qu'avant. Donc on a une sorte de rétraction de ces entrées de ville qu'il va falloir reconquérir. Et il y a le e-commerce, c'est énorme. Hein, ce que ça va avoir comme effet dans 5 ans, 10 ans, 15 ans. Mais, par exemple, tout à l'heure, Gürcel parlait des librairies. Oui. Et à Paris et aux États-Unis, à New York, les grandes librairies disparaissent. Elles sont comme rivales l'Internet, Amazon, beaucoup de etc. gens Les gens disent on va acheter les livres, on est servi tout de suite et en même temps à des prix moins élevés. Mais vous êtes un peu un obsédé du déclin, vous, non? Oh non. Tu peux. Non, parce que moi, justement, et ça, c'était réjouissant. J'ai vu d'abord des gens qui sont des gagnants de la mondialisation, des chefs d'entreprise, mais j'ai vu aussi ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire des gens qui réinventent un peu leur monde. Alors, c'est leur petit monde, c'est dans leur petit coin. C'est vrai que ça ressemble un petit peu à la démondialisation, qui est quand même un thème qui a un certain succès. On ne se réfugie pas, on s'abonne pas forcément, parce que c'est petit monde. Mais non, parce que c'est des gens qui utilisent les nouvelles technologies, c'est des gens qui échangent entre eux, c'est des gens qui ont une vie culturelle très riche. Mais c'est des gens, en effet, qui ne sont pas dans cette logique de l'hyper-compétitivité, mais qui est une logique peut-être un petit peu Mais fatiguée. je rappelle que vous avez trouvé quelques notes d'espoir, vous. On le disait tout à l'heure, la table, le fait d'être des commensaux ensemble, etc. Et puis, vous citez le cas de François, que j'ai retenu, et qui vous disait, j'achète le journal, les gens continuent à me parler, alors que j'avais payé, je ne comprenais pas. C'est donc qu'il y avait... ils se demandaient qu'est-ce qu'ils me veulent. Oui, ben ça, c'est tout l'exode urbain. C'est-à-dire, il y a eu l'exode rural. Moi, alors là aussi, surprise. Le nombre de gens qui quittent les métropoles trépidantes pour aller, qui dans des petites villes, qui dans les campagnes, et ils en sont heureux. C'est pas toujours un choix. Parfois, c'est des accidents de la vie. Ils ont perdu leur boulot, ils ont perdu leur femme, ou les deux, dans l'ordre. Et puis à ce moment-là, ils sont obligés de partir pour des raisons économiques, mais après coup, leur qualité de vie, ils gagnent 4 fois moins d'argent, et ben ils disent qu'ils sont plus heureux. J'ai rencontré un ancien banquier comme ça. Nous parlons de la France, mais le mot Europe n'a jamais été prononcé. Il y a aussi le contraire. Il y a aussi des Français qui voyagent, qui s'installent ailleurs. Moi, je suis resté 1 an à Berlin, par exemple. J'ai vu qu'il y avait à Berlin de plus en plus de Français qui habitaient. À Londres aussi. Donc, il y a aussi cette ouverture. Il y a peut-être d'un côté à l'Italie. Donc, mais il y a les deux. Il faut nuancer. Pas que les campagnes. Ce que dit Éric Dupin. Parce qu'il a créé un site Internet qui est lié à son ouvrage. Et là, il y met en ligne 1 millier de photos qui ont été prises lors du déplacement. Et elles sont toutes magnifiques. Parce que les paysages sont grandioses, les gens se promènent, les gens sourient. Et il y a un vrai décalage entre, d'une certaine façon, ce que vous racontez parfois et les photos. Alors on se dit, c'est le paradoxe français ou c'est le paradoxe personnel de Dupin? Moi, j'aime bien la diversité aussi des évocations. Mon livre n'est pas démonstratif. Chacun peut le lire. Vous savez, vous semblez me reprocher d'avoir fait un livre un peu trop sombre. Mais allez sur le site Internet, il y a des tas de réactions, souvent d'ailleurs émouvantes de lecteurs. Et d'aucuns me reprochent d'avoir été trop ce sont optimiste. Nos deux tempéraments. Nous sommes des pessimistes optimistes ou des optimistes pessimistes. Vous savez, moi je suis un optimiste. C'est ce qui fait que parfois je suis un peu déçu par les choses. Oui, non, très bien. Et vous comprenez cette sorte de nostalgie, Jean-Louis Gombault, pour la France d'alors, qui avait, dans certains cas, qui avait ses difficultés et qu'avec le recul on embellit. Mais
ça n'a jamais bien marché en France, contrairement à ce qu'on croit, et ailleurs d'ailleurs. Le monde vit en difficulté depuis qu'il existe. C'est quelque chose que j'ai oublié. Et dans la période où nous croyions, nous, avoir vécu la bonne époque, si vous voulez, autour de nous, ce n'était que des catastrophes. Je pense aux pays d'Europe centrale, au sous-développement. Quand on parle un autre livre est sorti sur les 30 Glorieuses, mais les 30 Glorieuses, si elles ont existé, elles n'étaient que pour nous. C'était les années, vous le rappelez? C'était des années qui vont de 1950 aux années 70, ouais. Les années d'après-guerre, avec des taux de croissance de 4 à 5% qui nous font aujourd'hui rêver. Mais personne ne supporterait de revivre l'époque. Oui, mais on ne peut pas isoler, fractionner même le monde à l'époque. L'Espagne franquiste, le Portugal de Salazar, l'Europe centrale dans la dictature, l'Union soviétique dans le crime. Enfin, pourquoi vous parlez de la crise de 100 ans? Alors, je parle de 100 ans parce que... C'est une manière de dédramatiser, de nous montrer que oui, on est toujours je en commence crise. à recevoir des coups de fil où on me dit « t'es catastrophiste ». Mais c'est tout à fait le contraire. Il faut que je retire le livre de la vente. Il faut que je retire le bouquin d'or parce que c'est pas ça du tout. Je pense fondamentalement que les catastrophistes sont les plus optimistes. C'est-à-dire que c'est pas le goût du paradoxe qui me fait dire cela, c'est le fait que si vous envisagez la situation pire, vous pouvez l'éviter. Mais si effectivement vous endormez dans un monde irréel, qui n'est pas véritablement ce que vivent les gens et la réalité, vous allez à la catastrophe. Oui, mais est-ce que Donc, la crise de 100 ans, c'est pour le dire qu'en réalité, aujourd'hui, évidemment, la crise est ce que j'appelle dans mon livre manifeste. Elle est vraiment, il faut être un peu sot pour nier qu'il y a un problème grave qui se pose. À l'échelle mondiale. À l'échelle mondiale. Et que c'est quelque chose de tout à fait nouveau, que nous n'avons jamais vu. Et c'est ça notre angoisse, c'est le caractère inédit qui n'est jamais rencontré, même pas la crise de 29, aujourd'hui, et là, nous manquons d'outils. C'est comme ça ne s'est jamais Mais de là produit. nous dire la crise de 100 ans. Est-ce qu'un Gombault dans 30 ans dirait ici la crise de 130 ans? Est-ce que vous voulez dire que nous vivons toujours dans un monde qui est en crise? Oui, je pense que c'est ça. Le problème, c'est qu'il y a des moments où on souffle, des moments de respiration. Les 30 Glorieuses ont été parmi celles-là pour ce qui nous concerne. Mais c'est intéressant parce que les livres ici présents, vous nous proposez un voyage en France sur une trentaine d'années. Vous aussi, c'est sur le voyage actuel. En fait, pendant toutes ces années-là, le monde s'est transformé en profondeur. Vous parlez des villes. 2007, c'est l'année où, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la population dans les villes est supérieure à la population dans les campagnes. Il dit 2008. 2007. Enfin, bon, on s'expliquera. Non, je dis que c'est intéressant parce que 2007, c'est le début de la crise. Bien sûr. Alors, donc, je ne dis pas qu'il y a un rapport. Est-ce que ça veut dire, Jean-Louis, qu'on n'en sort jamais? Oui, on n'en sort jamais vraiment. Voilà. On respire, il y a des parenthèses, les hommes s'adaptent, trouvent des solutions et replongent dans de nouveaux problèmes. C'est pour ça que mon livre est... un tout petit mot encore, Jean-Pierre, si vous me le permettez. Tout à l'heure, vous parliez un peu, de manière un peu ironique sur les gens repliés sur eux-mêmes, etc. Un peu ironique. Mais non, mais je le comprends tout à fait. Je le comprends tout à fait. Ce sera un thème central de la campagne 2012, à mon avis, cette histoire de démondialisation. Il y a une période historique très intéressante où, justement, ces choses-là s'est produite, c'est l'Empire romain. L'Empire romain est une mondialisation. Oui, et il s'est fractionné. On se dit, tiens, il a toujours le sens du comique ou de l'audace, Jean-Louis Gombault, parce que vous dites, vous faites un parallèle entre la crise mondiale de 100 ans et l'Empire romain. Oui, tout à fait. Qui s'est effondré. Et qui s'est effondré et fractionné. C'est-à-dire que chacun... Asphyxié, Rome asphyxiée par son propre empire. Exactement. L'euro n'a pas tenu. Alors, ça, c'est le denier à l'époque et la sesterce. Mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, Rome a vécu comme vivent aujourd'hui les États-Unis, comme a vécu le Royaume-Uni au XIXe siècle jusqu'aujourd'hui, c'est-à-dire sur le pompage de ressources externes qu'il avait conquises. Et c'est ça qui lui a produit son effondrement. En fait, il y a une phrase d'Éric Dupin. La plupart du temps, les gens n'affirment pas que c'était mieux avant. Ils estiment qu'on semblait plus heureux, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Les gens pensent local, Jean-Louis Gombault, les gens pensent local, ils protestent global. C'est un peu ça. Exactement, exactement. C'est dit. Alors justement, et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles les gens sont déboussolés, c'est justement aujourd'hui cette contradiction est invivable, quoi. Elle est extrêmement difficile à gérer, comme on dit aujourd'hui. Effectivement, il y a ce contraste qui est nouveau pour nous. On ne sait pas comment appréhender les choses. Alors, ce que je veux dire aussi, c'est que je comprends M. Sueur, par exemple, qui se présenterait devant ses électeurs et il dirait
voter pour moi, je n'ai pas la solution. Évidemment, ça serait... On dirait, tiens, c'est un type honnête. Non, on dirait au moins, on rompt avec cette arrogance perpétuelle. Hein. Il ne faut pas être arrogant. Oui, mais alors si la mondialisation n'est pas la solution, et la démondialisation ne l'est pas non plus, même si c'est une mode qui galope. Tout à fait. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui reste? Justement, Monsieur Gombault. C'est justement, je crois qu'effectivement, la démondialisation, qui sera un thème majeur de 2012, n'est pas la solution. La mondialisation ne l'est pas non plus, on ne peut pas continuer comme ça. C'est pour ça que je termine mon livre sur une phrase toute bête de Socrate, « Je sais quand je ne sais pas ». Moi, je peux me permettre, en tant que journaliste, économiste ou universitaire, de dire Monsieur Sueur ne peut pas, en tout cas en public, se le permettre. Un chef d'État ne pourrait pas dire. Monsieur Sarkozy un candidat à une élection présidentielle, je ne sais pas. Voilà. Je ne sais pas dans quel monde nous allons. Tout à fait. Je ne sais pas ce que je vais vous construire pour les 15-20 ans. Une fois que je dis je ne sais pas, je peux trouver. C'est-à-dire qu'effectivement, ce qui est fou, c'est tous ces intellectuels, je trouve, qui disent j'ai la solution alors qu'ils ne l'ont pas. Et donc, si nous disons que nous ne l'avons pas, comme c'est appelé dans l'histoire, nous finirons par la trouver. La vertu principale pour Jean-Louis Gombault, c'est l'humilité. Exactement, je pense très sincèrement. Ouais. L'humilité, la modestie. Vous pensez vous aussi qu'on est dans une crise presque permanente, et vous, Jean-Louis? Oui, enfin, mais ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est que le global, il nous est fourni par Internet et que tout le monde a accès à une connaissance infinie. Et alors qu'avant, on était le seul lieu de savoir, c'était l'école. Et la crise de l'école est là, c'est qu'on apprend tellement plus en dehors de l'école qu'à l'école. Donc on peut être très implanté localement et on ne peut pas faire l'impasse sur le monde. Le monde est là. Donc comment composer avec ce monde permanent là et réinventer localement une solution pour, non pas une solution globale avec les grandes idéologies, mais des petites solutions locales comme ça. Mais comment gagner sa vie honnêtement? Alors, juste pour citer la phrase de Thoreau, c'est sur la question de savoir comment gagner sa vie honnêtement, on n'a encore rien écrit qui puisse retenir l'attention. Ah oui, très bien. Et vous vous dites, il y a peut-être un sentiment de gâchis quand on a fait tous les métiers, etc. Disons qu'il y a eu un happy end grâce à Jérôme Lindon et les éditions de Minuit, qu'autrement ça aurait été plus dur. Et les prochains, c'est tous les 2 ans? Oui, voilà. Le prochain, ça va être une espèce de façon de chanter. Ah, c'est bien, c'est bien. Vous voyez? Pleurez pas tout le temps, my lord. Jean-Pierre Sueur, vous êtes un passionné des villes, hein, oui. Et vous l'avez montré, ça, je veux dire, c'est un travail que je recommande. Si je peux me permettre. C'est un travail parce qu'il y a à la fois l'équipe des sénateurs, des administrateurs du Sénat, mais en même temps des intellectuels, des universitaires, des urbanistes qui ont participé et qui rappellent aussi que le cœur de l'histoire, il est souvent dans la ville. On voit le printemps arabe, c'est au cœur, c'est dans les places, etc. Mais vous avez l'air de dire que dans 50 ans, elles vont tout manger. Elles vont tellement s'agrandir, et vous citez des exemples. 65% de la population mondiale vivra dans des villes, et dans des villes gigantesques. Et vous dites qu'il y a 4 grandes villes, 4 types de villes qui vont se détacher. Oui. Alors, la question que moi je pose en tant que politique, c'est qu'est-ce qu'on fait? Premièrement, on regarde la réalité. La réalité, voyez-vous, c'est que depuis que cette émission a commencé, il y a dans le monde 8000 urbains en plus. Chaque jour, il y a 200 000 personnes de plus qui viennent de la campagne vers les villes. On va avoir dans 20 ans 40 grandes agglomérations qui auront plus de 10 millions d'habitants, dont 35 dans les pays du Sud et émergents. Il y a aujourd'hui 1 milliard d'êtres humains dans des bidonvilles. Si rien ne change, il y en aura 1,5 milliard en 2025. Alors, je dis cela pourquoi? Nous avons fait ces 1000 pages pour les politiques de France et d'ailleurs, pour leur dire, est-ce que vous regardez ça en face? Parce que quand vous le dites avec une telle sérénité, un tel calme, alors que vous nous fichez des frissons dans le dos, comme dit Anne-Marie Moreau ou Philippe Lallemand. Oui, qu'est-ce qu'on fait? Alors qu'il devrait y avoir un cri ou une alerte. Il va y avoir une élection présidentielle. Quel projet pour les villes du futur? Est-ce qu'on va parler de ça 5 minutes, 10 minutes? Dans les élections, on ne parle jamais de ce sujet. Or, les décisions que nous prenons aujourd'hui façonnent les villes qui existeront dans 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et moi, je crois qu'on peut tout à fait éviter l'embolie, mais à condition d'en prendre les moyens. Premièrement, arrêter le processus. Et oui, mais alors, comment on fait? D'accord. C'est pas si simple. Parce que moi, je vois bien l'agrément qu'il y a à vivre à 10 km des villes.
Simplement, aujourd'hui, en France, tous les 7 ans, disparaît en surface agricole l'équivalent d'un département. Tous les 7 ans, c'est comme si la Creuse, la Lozère, la Corrèze disparaissaient. Donc, moi, je plaide pour la ville dense. On va faire les Dim-Gursel parce quand que ils se promènent à si la ville, Jean-Pierre, si la ville est dense, elle est écologique. Exemple. Oui. Atlanta. Vous donnez l'exemple d'Atlanta qui est formidable. Atlanta, 26 fois plus de surface que Barcelone, plus d'habitants à Barcelone qu'à Atlanta. Le prix du déplacement des gens d'Atlanta, 10 fois plus. C'est normal. Donc, premièrement, il faut que ce soit la ville, c'est de l'urbanité, c'est pas de l'étalement. Il faut qu'il y ait de l'animation, il faut qu'il y ait un plaisir. Et puis, vous savez, très souvent dans la littérature, on associe la littérature en général, là, je ne vise personne. On fait de la ville la métonymie du mal. Tout ce qui ne va pas, c'est la ville. D'ailleurs, en France, on a un ministère de la ville qui ne s'occupe que de la ville qui se casse la figure. La ville en difficulté. On n'a pas 2 ministères de l'agriculture. Un pour l'agriculture qui va bien, un pour l'agriculture qui va... La ville, c'est souvent la pollution, la difficulté, l'insécurité, alors que la nature est pure. Bon, c'est pas vrai. La ville, un instant, la ville, c'est un objet d'amour aussi, de plaisir, de joie, de rencontre, d'urbanité. Donc il faut en parler positivement. Mais pour que ce soit positif pour tout le monde... Céline Mévélec, mieux vaut une ville dense qu'une ville étendue comme Atlanta. Ça, on a compris. On a compris. Déjà une chose. Deuxièmement, s'il y a trop de densité et que vous avez 30 millions d'habitants ou 20 millions comme à Mexico, à Wuhan, comme à Shanghai, comme à Mexico, le plus grand bidonville du monde, à Shanghai, vous allez voir les autorités de Shanghai, ils vous disent voilà ce qu'on va faire. On va faire 8 villes autour de Shanghai, 8 villes moyennes autour de chaque ville et une cinquantaine de villages un peu partout. Autrement dit, ils voient que l'avenir, c'est pas la grande nappe urbaine, c'est sans doute la ville en réseau. Et contrairement à ce qu'on a dit tout à l'heure, on est souvent aujourd'hui citoyen d'un réseau de villes. Moi, j'habite à Orléans. Bon, Éric Dupin connaît bien Orléans. Il y a 8000 personnes chaque matin qui prennent le train pour aller à Paris ou pour aller de Paris à Orléans. Donc, ils sont... Ce qui est fatigant. C'est fatigant. Mais quand on nous dit le Grand Paris, plusieurs villes. Le Grand Paris jusqu'au Havre, c'est un peu grand. Mais le Grand Paris, et Rouen, c'est une perspective. Non, mais attendez, il y a 2 solutions. Soit vous faites de Rouen et du Havre une grande banlieue, et là, c'est détestable. Soit vous dites, on va organiser les choses en réseau pour qu'il y ait des pôles urbains attractifs et qui ait une dimension à taille humaine, alors là, c'est intéressant. Je pense que c'est une bonne chose que les villes se développent. Ouais. Je ne partage pas l'avis de mon voisin quand il dit que la racine du mal se trouve dans les villes. Non, je combats cela. Je combats cela. D'industrialisation, le problème s'est posé. Moi, je suis très sensible à la poésie des grandes villes, qui est au centre de la littérature moderne, bien sûr, à partir de Dos Passos et de beaucoup d'autres. Toute la peinture expressionniste allemande, c'est les villes. Le futurisme, c'est la ville. Donc, au XXe siècle, il y a eu une mythologie de la ville qui a vraiment nourri la création. Eh bien, avec ce développement, ça va peut-être dans le bon sens. Parce que les gens qui viennent dans les villes ont peut-être des difficultés, il y a des quartiers, des bidonvilles, mais c'est dans les villes aussi qu'ils apprennent à vivre, qu'ils se cultivent. Est-ce qu'il y a pour vous une ville modèle? Ville modèle, je ne vois pas, mais moi, ma ville bien aimée, par exemple, n'est plus une ville modèle. Istanbul, quand je l'ai quittée, il y avait 2 millions d'habitants. Aujourd'hui, il y a 14 millions d'habitants. C'est-à-dire, c'est une ville dont la population est beaucoup plus importante que celle des pays voisins, la Bulgarie, la Grèce. Mais cela ne me gêne pas. Quelle est la ville modèle? Il y en a beaucoup. Il y a Helsinki qui a formidablement travaillé sur le rapport entre le transport, l'habitat, l'écologie, etc. Il y a beaucoup de villes qui sont intéressantes. Il ne faut pas en citer une seule, mais juste un mot, si vous permettez. Il y a dans tout ça une question d'argent et de moyens. Moi, je suis d'accord. Les villes, c'est formidable. Et on aime les villes, à condition que les villes, elles soient animées, urbaines, et que ce ne soient pas des grandes nappes qui sont sans personnalité et sans beauté. Mais pour que l'on gère la question urbaine telle qu'elle va se poser dans les décennies qui viennent, il faut beaucoup d'argent, beaucoup de moyens. Et alors là, moi j'en appelle l'ONU. Moi, je demande la création d'un fonds aussi important que l'OMS ou le FAO pour les villes, parce qu'il y a des villes comme Mexico, comme beaucoup d'autres, qui n'ont pas les moyens pour sortir de la spirale de la misère.
Et les crises, les difficultés de demain seront urbaines. Donc on peut le mettre dans la campagne électorale de chacun des candidats. Les États, les collectivités locales, la péréquation, il y a beaucoup de choses à faire pour se donner les moyens de faire des villes vivables dans le monde. Comment, au mot d'élection, on met la campagne électorale. On dit la campagne. Lorsque la campagne n'existe plus, en fait. Parce que il y a deux problèmes. Oui, justement. La campagne électorale. C'est ça. Le problème, et à mon avis, j'écoute avec beaucoup d'attention ce que vous dites. Je vais lire le volume. Parce que non, parce que c'est très important. Quand même, il y a 50%. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est la dangerosité que le monde soit alimenté par seulement 4% de la population mondiale. C'est-à-dire que c'est extrêmement dangereux. C'est-à-dire qu'il y a l'aménagement de la ville qui est très important, vous avez tout à fait raison, mais le fait que la moitié de l'humanité vit en ville et que cette moitié soit alimentée non pas par l'autre moitié, parce que la plupart des gens qui sont dans les campagnes ne produisent que pour eux-mêmes. Donc, ils sont alimentés par une infime minorité de la population mondiale. Ça repose sur le sommet et c'est extrêmement dangereux. Nous aurons tout le temps, tout le loisir avec les moments qui viennent de reparler de la ville. Et Jean-Haut, il y a quelque chose de très intéressant tout à l'heure. La campagne, c'est la bataille. La bataille de... la bataille, bien sûr. La bataille. Campagne électorale, c'est une guerre. Un mot très rapide. Où vous passeriez vos vacances en France? Mirabel. C'est où? Dans les Baronnies. Pourquoi? C'est là que j'ai trouvé une maison, un enchantement. Donc vous nous y invitez. Merci beaucoup. Absolument. Merci beaucoup. J'ai découvert le Jura. C'est une région montagneuse mais accueillante et avec plein de charme. Dans le Loiret, car je suis candidat à ma succession aux élections sénatoriales. Et Jean-Pierre, je vais voir 334 communes dans le Loiret et c'est un bonheur. Ouais. Moi, je change chaque année, donc je loue chaque année ailleurs et cette année, j'ai loué dans le Var. Souvent, vous alliez à l'étranger. Avant, j'allais tout le temps aux États-Unis. C'était systématique. Mais pourquoi? Il faut parce que j'adore ce pays, j'adore ces gens. Pourquoi vous n'y allez plus? Je n'y vais pour des raisons personnelles. Ah bon, non, mais vous voulez redécouvrir aussi peut-être la France. Pour moi, c'est la Provence, chantée par Giono et fréquentée par beaucoup de grands artistes. C'est la région la plus belle de France pour moi. Avant de nous quitter, avant de conclure, je voudrais adresser à travers Bibliothèque Médicis des félicitations à quelqu'un que je ne connais pas, mais dont j'ai vu un peu la thèse, une universitaire brillante, Nathalie Havas, qui enseigne avec talent à l'université de Caen. Elle vient de remporter le prix de la thèse du prix du Sénat 2011 pour des travaux sur la responsabilité, voilà, je vous l'offre Jean-Pierre Sueur, la responsabilité ministérielle de 1789 à la Ve République. C'est peut-être une lecture de vacances pour les élus. Merci beaucoup. Peut-être que c'est un peu lourd, on ne sait pas. Ouais, oui, mais voilà, on échange. Voilà, quand on voyage souvent et quand on rentre, par exemple, des États-Unis ou de New York, on apprécie d'être citoyen du monde, mais on apprécie peut-être encore davantage d'être français. Mais on regrette parfois cette sorte de fatigue dont vous parlez, Éric Dupin, ou de découragement, alors qu'il semble qu'il y a en France tant d'atouts, d'énergie, de vitalité, en France qui ne demandent qu'à se lâcher. On a entendu à travers quelques-uns de vos témoignages, peut-être que les vacances sont justement faites pour s'y entraîner. Vous donner envie de prendre des vacances dans ces communes ou ces régions méconnues ou connues pour le plaisir et pour ce parfum incomparable de découverte et de liberté. Et on va le dire, de préférence, un livre à la main. En tout cas, c'est ce que pense l'équipe de Bibliothèque Médicis, Philippe Lallemand, Anne-Marie Moreau, Oriane Jancourt, Céline Mévélec et Anna Markovitch. Merci à vous tous. On reprendra certains de vos thèmes. Et écrivez pour revenir le voir, Jean-Haut. Le livre de Gombault, je le recommande aussi. Hein, ça en fait beaucoup parmi nous. Merci, Monsieur Gursel. Et à bientôt.